Bonjour et bienvenue au Jardin qui se mange. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur l'évolution du jardin, une petite visite rapide du jardin. La dernière datait de 2022, donc évidemment en 3 ans il y a beaucoup de choses qui ont changé. On s'est agrandi entre autres, ce qu'on verra à la fin de la vidéo. L'idée c'est de faire un point surtout sur ce qui a changé, pas sur ce qu'il y avait déjà en 2022. Allez, on va commencer par la partie qui est juste devant nous, le potager, la zone 1. Alors, la première chose qui a changé au niveau du potager, c'est qu'on a beaucoup rationalisé son organisation. Au début, on avait une zone en forme de fer à cheval ici. On a rendu toutes les planches droites. On leur a mis des bordures comme celles que vous voyez là pour pouvoir empêcher l'herbe de s'y installer et pour pouvoir gérer le fait que les planches sont plus hautes que la terre qui est autour. On a rallongé plusieurs planches en supprimant un petit massif qui se trouvait sur la gauche de cette image. L'autre point, c'est qu'on a commencé à cultiver un peu en bac. On a pour l'instant 4 bacs qui font 2,40 m par 60 cm. Les avantages sont assez conséquents. En fait, on arrive à bien contrôler les ravageurs. On a un substrat qui est idéal. On a mis des grilles en dessous pour éviter que les campagnols et les taupes ne remontent dedans. Donc sur ce côté-là, tout va bien. Le seul problème, c'est que on a toujours les oiseaux qui viennent, d'où les branches qui sont placées ici, qui n'ont pas empêché les merles de venir gratter dans cette zone. Donc pour ça, on peut mettre des grilles, comme c'est le cas ici, en début de pousse de certains végétaux, quand il y a encore beaucoup de zones libres au milieu. Et l'autre accessoire qu'on peut mettre sur ces bacs, ce sont des tunnels de culture en plastique rigide, des tunnels modulo, qui sont parfaitement adaptés au niveau largeur et au niveau longueur. Et là, comme d'habitude, j'ai cédé à la tentation de mettre des plantes encombrantes ici, donc dans quelques semaines, on ne pourra plus passer dans la petite allée entre les deux, si les courgettes survivent. Comme chaque année, je n'ai pas taillé les plants de tomates, donc c'est la jungle, le bazar. Comme chaque saison, en fait, c'est toujours le bazar en fin de saison. Mais ça produit quand même beaucoup, il y a pas mal de petites tomates ici. L'autre point qui a changé, c'est qu'on a supprimé les allées enherbées pour les remplacer par des allées en broyat de bois. L'idée, c'est que le broyat se décompose, empêche un peu la pousse de certaines adventices, et qu'une fois qu'il est entièrement décomposé, on peut le gratter et le placer sur les allées qui sont juste à côté. Et donc ici, on voit les bordures qui ont été généralisées pour pouvoir avoir une compensation de la légère pente vers le nord qu'on a sur ces endroits-là. Autre point, on commence à verticaliser les plantations en profitant du fait qu'on dispose de pas mal de bambou, de tiges de bambou. En fait, une bonne partie des tiges qui sont ici n'ont pas été achetées, mais nous ont été données par notre ancienne voisine, et nous avons maintenant des bambous dans le terrain. Donc ici on a des haricots Necarcunic. J'ai laissé volontairement les plus gros parce que ils ne sont pas forcément très très bons. C'est des haricots très productifs. J'ai laissé les très gros pour pouvoir avoir des semences pour l'année prochaine. Donc l'idée c'est de continuer à verticaliser un petit peu les cultures à cet endroit-là pour pouvoir avoir moins d'emprise au sol et plus de production, notamment avec des haricots grimpants. Derrière les haricots, il y a encore une planche qui est à l'ombre, et c'est volontaire. Donc ça permet d'implanter en saison un peu chaude des légumes qui vont mieux prospérer. Je ne l'ai pas complètement fait là, mais normalement il devrait y avoir des salades qui seront bientôt plantées ici. Alors à cet endroit-là, le sol a beaucoup changé en fait sur toute la partie potager. On voit bien qu'il est devenu beaucoup plus souple, donc là en plus il est mouillé. Il est de bien meilleure qualité, plus noir, plus souple. Le seul problème, c'est comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mon doigt rentre dedans, il y a un tunnel.
Donc en fait, on a des campagnols qui ont des taupes et des campagnols qui font des galeries là-dedans. C'est une des raisons pour lesquelles le sol est aussi souple, parce qu'ils passent leur temps à mouliner, mais en même temps, les campagnols me mangent une partie des récoltes. Donc, j'ai piégé. Donc ici, j'ai un piège Super 4. Et tout à l'heure, j'ai relevé le piège, et donc j'ai un petit campagnol juvénile qui est ici, que j'ai attrapé. Donc quand j'attrape un animal comme ça, je le mets au fond du jardin, et il disparaît en général en une semaine, même moins. Parce que y a une fouine qui traîne au fond du jardin et elle profite de ces apports ponctuels de cadavres de petits animaux. Je fais pareil quand j'ai une carcasse de poulet ou autre, elle disparaît très rapidement. Donc ça termine ici la partie concernant le potager. On va attaquer la suite rapidement. Voilà, j'ai juste bougé de 2 mètres pour filmer l'entrée de la forêt jardin. On a un petit peu densifié les plantations, notamment au pied de ce pommier, avec en partie un arbre à faisan ici qui s'est bien développé, des émérocales qu'on a trouvées dans une brocante notamment. Donc en fait l'idée c'est de garder quelque chose d'assez dense pour empêcher les herbes de s'installer, ce qui n'est pas toujours évident. Et en même temps de continuer à pouvoir récolter les pommes. En parlant de pommes, donc ce pommier-là, normalement, il fait partie des pommiers qui ne produisent que les années paires chez nous. Et donc cette année, il a dérogé à la règle et s'est mis à produire, ce qui pose les problèmes habituels. On a du mal à passer dans l'allée. Alors après, un autre problème se pose, on va le voir ici sur cet autre pommier. Ce pommier-ci fait énormément de toutes petites pommes, et cette année, malheureusement, on n'a pas éclairci suffisamment les pommes et on a de la casse. Donc il va falloir qu'on arrive à colmater cette énorme brèche, sachant qu'en même temps, si on regarde ici ce pommier, est quand même déjà pas mal attaqué, donc il est probablement vraiment très vieux, comme la plupart des arbres qu'il y avait à l'origine dans ce verger. Alors on va aller dans cette direction pour pouvoir voir des arbustes qui eux ont été plantés relativement récemment et qui se sont très bien développés. Ce sont donc ici un châlaive d'automne et juste sur la gauche 2 goumis du Japon. Donc évidemment ces arbres, comme erreur de débutant, nous les avons plantés trop près des allées, mais l'avantage c'est qu'ils peuvent se tailler assez facilement et qu'ils vont avoir tendance à monter chercher la lumière. Ils ont été plantés, je pense, à l'automne 2020. 5 ans après, vous voyez la taille que ça fait. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que en 5 ans, vous pouvez déjà avoir des résultats et des changements très significatifs au niveau de la densité de votre forêt jardin si vous venez de la planter. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de fruits. En règle générale, les merles en mangent une bonne quantité. Là, je pense qu'ils auront du mal à tout manger sur ce châlaive d'automne. Le goumi du Japon, le premier, a des fruits jaunes. Donc là, c'est encore plus dense. L'an passé, on a récolté 5 kg de fruits sur cet arbre buste seul, sachant qu'on en a plusieurs dans le terrain, mais aucun n'est aussi productif. En fait, ce goumi, il bénéficie de la présence d'un autre goumi du Japon d'une variété différente, et donc la pollinisation croisée fait qu'au printemps, il y a énormément de petites fleurs qui sont pollinisées. Dans cette autre zone du jardin-forêt, on a une ambiance qui est devenue carrément forestière. Donc c'était pas du tout comme ça en 2019 quand on a acheté. Je vous montre une photo de la zone auparavant. Il y avait juste le prunier penché qui était présent. Sur ce côté-ci, il y a encore un châlaive d'automne et des caseilles. Et ici, en fait, on a des rejets spontanés du prunier qui sont poussés et qui maintenant font 4 mètres de haut. On les a laissés pousser dans l'espoir qu'ils fourniraient des reines claudes, mais en fait c'est une autre variété de prunes qui pousse à cet endroit-là.
Donc on a pareil, en 5 ans, on a un paysage qui s'est beaucoup refermé, un jardin qui est beaucoup plus passé à l'ombre et beaucoup plus de fruitiers en densité sur des planches comme celle-ci. Il y a des endroits aussi où on a des échecs de plantation. Ici c'est le cas. On avait mis des myrtillers, mais ils ne se plaisent pas du tout ici parce que le sol n'est pas assez acide, même si on les avait plantés dans de la terre de bruyère. Donc on va probablement les remplacer progressivement par d'autres fruitiers, notamment des cassis. Et ici on a des caséiers qui ont extrêmement bien produit cette année avec des confitures à la clé. Il y a des endroits du jardin-forêt où on a volontairement planté des arbres pour pouvoir refermer le paysage et fournir un petit peu d'ombre aux arbustes qui sont autour et qui ne supportent pas forcément totalement la pleine lumière. Donc un des premiers exemples, c'est ce nashi qui a été planté il y a 3 ans maintenant et qui donne de bonnes récoltes. On a ensaché les fruits pour éviter que les frelons ne mangent tout, mais ils sont quand même là. Et derrière, on a un petit poirier qui n'a rien donné cette année, mais qui vient compléter en fait cette petite zone assez ouverte de la forêt-jardin. Le but étant à terme d'avoir quelque chose qui soit pas aussi ombré que ce que je vous ai montré juste avant, mais qui soit un peu plus fermé et forestier. On a aussi des plants spontanés comme ceux qu'on peut voir ici. On a 2 cerisiers qui poussent ici. Donc l'un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Le plus grand nous a donné ses premières cerises cette année. Donc techniquement c'est un cerisier sauvage, il n'a pas été greffé, mais il donne des petites cerises noires qui sont pas mauvaises du tout. Et donc en fait on peut se dire que dans quelques années il sera beaucoup plus large et grand, étant donné que ici on a un cerisier ornemental qui est très très grand et qui fait pas mal d'ombre derrière. Certains arbustes ont pas mal grandi comme cet amélanchier à cet endroit-là. Et on a un autre cerisier du même type qui a poussé comme le premier à côté d'un résineux et qui est ici. En fait, des cerisiers comme celui-ci, on en a 5 ou 6 et on les laisse pousser jusqu'à ce qu'on décide ou pas de les greffer ou de les supprimer s'ils sont trop gênants. Donc ça nous fournit en fait de quoi densifier la forêt-jardin. Dans cette zone un peu plus utilitaire du fond de la forêt-jardin, on a notre composteur à 3 bacs. Le changement ici, c'est que j'ai trouvé une source fiable de fumier de cheval, donc une bonne partie du compost qui a été généré ici l'a été à partir de fumier de cheval. J'ai mis le journal et la branche pour pouvoir me souvenir que je ne dois pas creuser ici, parce que comme chaque année, on a une couleuvre qui est venue pondre dans le compost. Donc je laisse les œufs arriver au point d'éclosion, sachant que comme je les ai dérangés, il n'est pas certain qu'ils arriveront au bout, de façon à pouvoir avoir un auxiliaire de plus, notamment dans la lutte contre les rats-aux-pieds dans le jardin. Donc nous voici à l'entrée de la zone 3, une zone de la forêt-jardin qui est un petit peu plus sauvage que la partie du haut. Ce petit massif en forme de triangle était déjà planté en 2022, mais il était beaucoup moins dense. On a ici pas mal d'arbustes, toujours des goumis, qui vont former un peu une petite canopée, des amélanchiers en arrière-plan, mais aussi des cerisiers de Nankin, donc ragoumillés, comme on peut voir ici. Donc, le ragoumillé, il est toujours un petit peu maladif en fin de saison, mais il a bien poussé cette année. Et surtout, il nous a donné des fruits en abondance. Donc il s'agit de... les fruits sont des petites cerises qui poussent sans tige directement à l'aisselle des branches. Et on s'est aperçu, bonne surprise cette année, que un des plants qu'on avait acheté fournit des cerises du même type mais blanches. Donc en fait c'est un cultivar un peu plus rare et assez intéressant de ragoumillé. Donc on a d'autres fruitiers qui poussent et qui commencent à produire. On va les voir ici, dans cette partie de la forêt-jardin.
notamment ici un cornouiller mâle. Donc celui-ci est le plus âgé des plants que nous ayons, il fait 2 mètres de haut, et il commence à donner ses premières cornouilles. Donc les cornouilles seront récoltées lorsqu'elles sont vraiment blettes et presque molles. Mais premier point, c'est déjà que c'est pas une taille ridicule. Hein. On a des fruits qui sont corrects, en tout cas plus gros que ceux des cornouilles sauvages qu'on a vus en Belgique il y a à peu près 2 semaines et qui étaient par contre déjà mûrs. Donc c'est assez satisfaisant. Autre point, donc ici on a une aronie dont on n'a pas récolté les fruits parce que les merles en ont mangé une bonne partie et que il n'y en avait pas assez pour faire grand chose. Mais à côté ici, on a un autre fruitier qui est en fait un croisement d'aronie et de sorbier. Donc c'est Sorbus burka qui nous donne aussi ses premiers fruits. On voit bien que la disposition des fruits est sensiblement similaire à celle de l'aronie. Pour l'instant, ils sont durs, on verra ce que ça donne, mais si c'est comme les fruits de l'aronie, il faut les faire cuire pour les consommer, donc il faudra attendre d'en avoir un peu plus. Ce petit Sorbus burka a des compagnons un peu partout, qui n'ont pas encore donné de fruits, mais qui poussent correctement. Comme c'est un arbuste relativement rare, en général, les plants sont petits, donc on va être patient pour pouvoir les avoir. Et en couvre-sol, on a toujours les ronces tapissantes douces, et ici la petite aspérule odorante, qui est une petite plante de sous-bois qui pousse très bien dans cette planche-là et qui s'est bien répartie. Cette année, le gros travail qui a été fait, notamment l'automne dernier, c'est la plantation de ces lignes de culture. On a en fait décidé de changer leur allocation. Leur utilisation en tout cas, c'était au départ des planches de culture qui servaient à faire principalement des tomates l'été, mais ça marchait relativement mal et surtout à cet endroit on a eu une inondation en octobre 2024. L'eau est passée jusqu'ici et a emporté une bonne partie de la terre, donc on a décidé de mettre des plantes pérennes au lieu des planches de culture. Donc on a planté 2 pêchers de vigne qui sont ici. On a aussi installé des pluots. Donc les pluots sont un hybride de prunes et d'abricots qui est peut-être un peu plus adapté que les abricots ne le sont à notre climat qui est relativement rude. Sur ces planches, on a utilisé en fait des couvre-sols en théorie relativement envahissants de manière à essayer d'empêcher l'herbe de pousser. Donc on a des bétacardes, de la consoude, de la mélisse et à certains endroits de la menthe. Entre les fruitiers, on a mis des petits amélanchiers. Et le dernier fruitier qu'on a installé ici, c'est un nashi, mais pas de la même variété que les autres. Les autres sont des nashi shinseki, et celui-ci c'est un nashi kosui, dont les fruits ont l'air d'avoir une peau un peu plus résistante aux frelons que ceux des nashi shinseki. Donc l'idée effectivement c'est que on puisse bénéficier des fruits. Donc cette zone sera un peu plus pareil, fermée et forestière qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'elle est relativement ouverte. On est toujours dans les planches qui ont été installées à l'automne dernier et plantées en vivace au printemps, avec ici quelques framboisiers, des groseilliers et aussi des choux géants de Jersey. Donc fini les choux portugais, on va dans l'anglo-normand. Les choux géants de Jersey normalement peuvent vivre 10 ans et nous fournir les feuilles comme les choux de Galice que nous plantions jusqu'ici. Autre changement cette année, on a eu un nouveau visiteur au jardin, donc un chevreuil, un brocard, un mâle. Il a commencé à faire quelques dégâts dans le jardin, notamment en grignotant l'écorce de certains arbustes comme ce cornouiller mâle. Donc c'est un plant supplémentaire qu'on a installé l'automne dernier. Vous voyez les dégâts que ça fait sur l'écorce. Celui-ci a survécu, mais son écorce est quand même bien endommagée. Après l'écorce, à partir du moment où les feuilles ont poussé, il a commencé à grignoter les feuilles, comme il l'avait déjà fait sur certains Sorbus burka. Mais je pense qu'on a réussi à le bloquer en mettant des amas de branches aux endroits qu'il utilisait pour rentrer dans le terrain.
L'autre changement qui est notable, c'est qu'on a certains arbustes qu'on avait plantés tout au début, qui ont beaucoup poussé et qui entrent en production. Donc ici, on a un nassiminier. Donc lui, il n'entre pas en production malheureusement. C'est un arbuste à croissance, c'est un arbre à croissance relativement lente. Par contre, derrière lui, planté très près, comme on a l'habitude de le faire avec nos mauvaises idées, on a un poivrier du Sichuan et lui, on a pas mal de petits poivres. Cette année, on pourra les récolter et les broyer pour pouvoir les manger. Donc en fait, ce qu'on récolte, c'est ça en fait, c'est l'enveloppe des petites cosses de poivre qui est broyée et qui a un goût de poivre citronné. Alors nous voici maintenant à l'ancienne limite de propriété qui est marquée par ces poteaux béton que je n'ai pas pu enlever. Et donc nous avons racheté à notre voisine une bande de terrain de 1000 m², 10 mètres de large, 100 mètres de long, qui se situe juste à côté de notre terrain à nous. Donc ça nous a permis d'agrandir notre surface avec certains ajouts intéressants, comme par exemple ici une série de petits pommiers. Donc il y a quelques fruitiers effectivement dans le nouveau terrain. En plus des pommiers, il y a beaucoup de cognaciers. Donc là, il y en a 4 au total. Ici, c'est un des plants et on voit les fruits qui sont déjà pas mal développés. Donc on devrait pouvoir faire de la gelée de coin et de la pâte de coin. Chaque année, les cognaciers sont attaqués par une maladie fongique. Typiquement, au printemps, à la fin du printemps, ils commencent à dépérir et ils perdent leurs feuilles. Mais cette année, comme il a fait très sec au printemps, la maladie a été beaucoup moins présente. En plus, j'ai fait un traitement, je ne suis pas sûr que ça soit dû à ça. Mais sur les cognaciers bien exposés comme celui-ci, on est mieux. Et ici, on voit bien que celui-ci souffre beaucoup plus. Et là, il a perdu une bonne partie de ses feuilles, vous entendez que ça craque quand je marche. Toujours est-il que le cognacier le plus gros, c'est celui-ci. Et je pense que vous voyez bien les fruits. Il y en a quand même une quantité assez considérable. Si tout cela arrive à maturité sans que la maladie ne se développe trop, parce qu'elle est quand même bien présente, on le voit sur les feuilles là. Elle attaque aussi les fruits, bien sûr. Les fruits sont inconsommables, ils deviennent marrons et pourrissent. Si ça ne se développe pas trop, on devrait avoir quand même pas mal de coin. Donc dans cette nouvelle zone, on a installé ce dont je parlais tout à l'heure, le petit poivrier de Corée, qui est ici. Alors il est minuscule, mais bon, je me fais pas trop de soucis parce que les antaxilums ont tendance à bien pousser. On voit bien les petites épines. Alors ce poivrier de Corée est plutôt rare, Xanthoxylum coreanum. Et on l'a trouvé grâce à une petite entreprise qui s'est montée dans le village voisin, qui est les sauveurs de plantes. Les sauveurs de plantes, en fait, c'est un jeune couple qui a décidé de récupérer les invendus de pépinières et de les repimper et de les commercialiser pour éviter qu'ils ne partent à la benne. Donc ils revendent à un prix intéressant, et puis c'est intéressant pour pas mal d'autres raisons, notamment parce qu'ils se fournissent auprès de pépinières diverses qui leur font confiance et que en fait ça permet d'avoir des approvisionnements assez diversifiés et avec des plantes parfois assez rares. On a un grosier grand pan aussi, des choses comme ça. Donc là c'est une plante sur le terrain qui était déjà présente, que j'ai taillée une fois cette année mais qui est repartie, il manque un peu d'eau. C'est de la grandonnée qui est un beau massif là. Et on va sûrement replanter. L'idée étant d'arriver replanter des arbres là-dedans. L'idée étant d'arriver à rejoindre cet arbre et celui-ci pour faire une haie continue qui nous sépare de la future maison de nos voisins. Alors cette année sera une année à fruits, donc dans le nouveau terrain également ce noyer qui est couvert de fruits et il donne des grosses noix avec une production très régulière. Donc on devrait en avoir quand même
pas mal cette année. La problématique étant que à l'origine, ces noix tombaient dans ce massif de bambou qui était très dense, que nous avons entièrement éclairci l'année dernière et qui n'a que partiellement repoussé. Autre nouveauté importante de cette année, on la voit un petit peu là, au travers des arbres, c'est la serre. Alors elle est effectivement pas mal au milieu des arbres, mais je n'ai pas pu l'installer ailleurs pour des raisons de contraintes liées au PLU, parce qu'il fallait que ce soit une certaine distance de la limite séparative, et à une certaine distance des autres bâtiments, et bref, il n'y avait pas 36 endroits. Donc elle a été installée ici. En fait, c'est pas aussi gênant que l'ombre n'est pas aussi gênante qu'il y paraît, parce que en fait au printemps, quand la serre est la plus intéressante, aucun de ces arbres n'a de feuilles, et par ailleurs je pense que je les éclaircirai encore un peu plus. Donc la serre a été installée pour permettre d'éviter de perdre toute la récolte de tomates, comme ça a été le cas en 2023 et 2024, une centaine de plants passés à la benne, et en 2021 pardon. Voilà, on ne les a pas taillés comme les autres, et ça pousse dans tous les sens comme les autres. On a essayé de les installer comme l'avait fait la ferme de Cagnols sur des supports, mais ils sont moins hauts que les leurs, donc c'est pas très praticable tout ça. Et puis il va falloir aller chercher en dessous, parce qu'évidemment les fruits les plus mûrs sont en dessous. Il va falloir aller chercher en dessous les récoltes. Mais bon, au moins on assure le fait d'avoir des tomates cette année, même s'il y a du milieu sur le reste du terrain, avec les pluies qui devraient arriver en fin de semaine, en fin de mois d'août. Et la dernière nouveauté, et non des moindres, dans le cadre de ce nouveau terrain, c'est ce hangar ouvert, qui permet d'avoir l'éclairage de la serre évidemment, qui fait une centaine de mètres carrés, qui nous sert au stockage de différents éléments. Au pied du hangar, on avait installé dès l'année dernière le premier de nos bacs. Malheureusement, il est à portée d'un ravageur supplémentaire qu'on n'avait pas calculé. C'est que dans le hangar, il y a des pigeons qui nichent, et vous voyez ce que ça fait aux choux. Donc là, un chou intact, là un chou qui a été mangé. J'ai mis des branches pour gêner les pigeons dans leur déprédation, mais ça ne suffit pas. Par contre, ce bac est quand même bien productif, puisqu'on mélange toujours les variétés. Donc il y a betterave, salade et choux, et puis un plant de tomates spontanées. Beaucoup de tomates spontanées cette année. Et dernière chose, donc effectivement, le flux de production est désormais bien établi. Donc je démarre les plants dans la serre intérieure, et ensuite, au bout de 4 semaines, je les place ici, qu'ils puissent grandir un peu à l'extérieur pendant 1 semaine ou 2, et après je les mets dans le jardin. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui se tient au niveau de la production, et de pouvoir désencombrer la serre intérieure au bout d'un certain temps. De toute façon, les plantes se développent mieux en extérieur à partir de 3-4 semaines. La grille, c'est pour éviter que les pigeons ne viennent dévaster ma petite récolte, mes plants. Donc voilà l'évolution du jardin. Il y aura évidemment encore beaucoup de boulot. On a fait pas mal de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je termine sur une petite vision de cette allée très forestière. Et donc, si les coins n'arrivent pas à maturité parce qu'ils sont dévastés par la maladie, on aura toujours ceux-là. C'est un cognacier du Japon, donc cette année, idem, beaucoup de fruits, en tout cas pas mal sur ces cognaciers-là. Donc on en avait de notre côté, il y en avait du côté de la voisine, la clôture était ici même, et donc on aura des coins, quoi qu'il arrive. Il y en a encore sur celui-là, là. Voilà, je vais terminer sur cette petite note cognacière, et je vous dis à bientôt, bonne fin de saison potagère et bonne plantation d'automne.